Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir dans ce webinaire que nous commençons à 12h00 et que nous finirons à 13h00 après avoir passé une heure à partager ensemble. On va aborder en fait dans ce séminaire les conséquences de la crise Covid sur les entreprises agroalimentaires et plus spécifiquement la manière dont elles se sont organisées, transformées autour de cette transformation un peu rapide et brutale, et aussi échanger sur la manière dont nous allons regarder comment elles vont rester, ces transformations, si elles sont pérennes ou elles sont pour certaines plus volatiles. On va faire un petit point d'organisation pour vous présenter la manière dont cette heure va se passer. Anne-Lise, si tu veux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. J'attends la présentation, ça va venir. Donc, je vais meubler. Donc commencer à midi, je vais moi vous faire une petite introduction de notre heure que nous allons passer. On va débuter les questions, les débats, les témoignages et les réflexions de nos participants que je vous présenterai tout à l'heure. On aura un temps d'échange par des questions-réponses après une trentaine de minutes d'échange, de discussion. Je vais vous expliquer comment on va procéder à ce sujet-là pour une 20-25 minutes de questions-réponses. Et notre séminaire, le webinaire, se terminera à 13h00. Petite information pratique, vous devez voir dans le bas de votre écran normalement une partie qui s'appelle Q&A que vous utiliserez pour poser les questions afin de faciliter la concentration de tous. On a supprimé les questions, le chat du webinaire. Donc vous posez vos questions et puis Delphine et Annelise que vous voyez à l'écran vont les compiler pour les poser à la fin à nos participants. On vous enverra aussi les supports, la présentation PowerPoint que vous avez dessus, sous les yeux, le replay qu'on vous proposera aussi et les contacts des intervenants. Si vous avez d'autres questions, vous les posez en off. Donc, on vous fera parvenir toutes ces informations là aussi. Et enfin, n'hésitez pas à liker, faire vos commentaires sur notre page Delville Management pour donner de la visibilité à l'événement, ce qui permettra peut-être à ceux qui n'ont pas pu se présenter de venir voir ces éléments-là quand ils seront un peu plus visibles qu'ils ne le sont déjà. Petite présentation en quelques mots de ce que nous sommes Delville. Donc Delville Management, nous sommes membres de France Transition. C'est un cabinet de pure player du management de transition qui a été fondé il y a 11 ans maintenant, qui est un acteur du haut de gamme, on va dire, du management de transition, plutôt sur du top management. On fait 150 missions par an, on est le deuxième acteur, la moitié dans les entreprises de services, l'autre moitié dans les entreprises dites de l'industrie. On est une trentaine de collaborateurs. On va impliquer nos managers dans 50% des cas en qualité de DG, DAF ou DRH, et dans 50% des cas dans des missions plutôt d'opération, donc direction industrielle, usine, supply chain, IT. Et pour montrer à quel point effectivement le Covid a transformé la façon dont nous-mêmes nous travaillons aussi. Avant le Covid, les transformations représentaient 80%, le restructuring une vingtaine de pourcents, et on voit qu'après le Covid, c'est-à-dire maintenant, on est plutôt sur un ratio de 60-40. On est une entreprise à taille humaine et en proximité de nos clients, Annelise. Donc pour travailler localement, on a un bureau à Paris, à Lille, à Lyon, et on vient d'ouvrir notre bureau de Nantes cette année, et on est aussi accompagné par des partenariats que nous avons en Angleterre, enfin au UK et en Allemagne. Voilà, je vous propose maintenant de vous présenter succinctement nos participants. Donc, nous avons la chance d'accueillir Sébastien Graff, qui est DRH d'InVivo,
qui a intégré InVivo en 2008. Il travaille maintenant depuis 2014 avec Thierry Blandinière pour l'accompagner dans la conduite du projet stratégique 2025 by InVivo, puis 2030 by InVivo, et la phase d'accélération de sortie de crise Covid, One InVivo, One Nature. Laurent Plantier, qui lui est le fondateur de French Food Capital. Donc, c'est un fonds d'entrepreneurs dans le food, bien sûr, comme son nom l'indique, qui accompagne le développement des entrepreneurs pour inventer notre alimentation de demain depuis la jeune entreprise et la croissance de la PME pour faire en France des champions du food à l'international également. Voilà notre présentation réalisée. Je vous propose sans plus attendre de commencer nos échanges et je vous propose de faire un retour en arrière alors que nous basculions brutalement d'un monde où nous étions libres de nos mouvements à un monde de confinés. Et en particulier, Laurence, ce qui pourrait être intéressant de partager, c'est de regarder comment les entreprises que vous suivez d'ordre général, elles se sont organisées autour de cette transition un peu brutale. Merci Jean-Yves et bonjour à tous. Bon, je vais pas vous apprendre grand-chose en disant qu'on a subi un arrêt brutal de certains canaux de distribution, notamment la restauration et la restauration hors domicile. Et par ailleurs, bien entendu, puisque les gens ne mangeaient plus au restaurant, une augmentation de la consommation à la maison, essentiellement de produits locaux qui ont progressé. Donc, nous, dans nos participations, donc au niveau micro, pour illustrer un peu ce qui s'est passé, on venait de prendre une participation importante dans Classroute, qui est une entreprise de restauration livrée essentiellement sur place et livrée en zone d'activité. L'arrêt brutal de l'activité a été violemment perçu pour Classroute, puisque du jour au lendemain, on a arrêté notre activité, on a fait 0 chiffre d'affaires pendant les 2 premiers mois du confinement pour respecter les mesures demandées par le gouvernement. Même si on faisait du livret, on s'est totalement arrêté. Et ensuite, l'activité a repris. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans cette année jusqu'à aujourd'hui. L'entreprise s'est adaptée. On avait la chance que cette entreprise faisait déjà 50% de son chiffre d'affaires en livraison avec sa propre flotte pour livrer. Donc, ça a toujours fait partie de l'ADN de l'entreprise depuis 40 ans. Et donc, on a pu comme ça récupérer une partie de notre chiffre d'affaires et on a atteint très rapidement, enfin, je veux dire, 60, 70%, puis 80% en fin d'année du chiffre d'affaires de l'année précédente. Tout en changeant, tout en modifiant notre offre de services et notre offre de produits, puisque les entreprises avaient quand même besoin d'une offre de restauration sur place, même si le taux de fréquentation de l'entreprise avait diminué de 50% environ. Mais pour les 50% qui venaient travailler, il fallait bien continuer à manger, surtout que les restaurants étaient fermés et que les cantines, pour la plupart, étaient fermées. Donc, l'entreprise en a profité pour rapidement faire évoluer son offre de services, notamment en mettant en place des frigos connectés, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un frigo dans lequel on vient tous les jours remplir de produits de restauration et les clients ouvrent la porte, se servent et payent ce qu'ils ont pris par un système de puces RFID. Donc, l'activité a repris. Et le point que je voulais dire, c'est que les entreprises qui sont innovantes, les entreprises qui ont fait évoluer leur offre de services ont pu profiter de cette période difficile pour s'adapter. Et elles arrivent aujourd'hui certainement beaucoup plus fortes puisqu'elles ont une offre de services étendue. C'était plus facile pour une entreprise sur Classroute que pour un restaurant servi à table indépendant, bien entendu, même si on sait que les restaurants servis à table indépendants, pour certains, se sont adaptés en faisant une offre de vente à emporter, mais essentiellement et notamment dans les zones urbaines, dans les villes. Et pour ceux qui ont pu le faire, et je pose la question, à qui profite le crime, puisque c'est les entreprises de livraison, les plateformes de livraison qui ont bénéficié
en grande partie de cette manne, puisque je crois que 7 livraisons sur 10 aujourd'hui sont réalisées par des plateformes de livraison, et ce qui peut mettre à mal le modèle économique d'un restaurant. Comme je suis un ancien restaurateur, c'est un sujet qui me touche plus que d'autres. Voilà. Pour parler d'un autre exemple, l'augmentation de la consommation locale, on est aussi investisseur dans une entreprise parisienne qui s'appelle Terroir d'Avenir, qui fait 2 métiers. Un métier, c'est livrer les restaurants, donc en produits locaux, et un autre métier, c'est d'avoir des boutiques, donc fruits et légumes, viande, boucher, poissonnier en région parisienne. Donc la partie restauration en entreprise, de restaurant d'une certaine qualité, bien sûr, c'est arrêté du jour au lendemain, et elle a été relativement compensée par une augmentation très forte de la fréquentation de nos boutiques, qui a une spécificité puisque on fait la promotion de l'agriculture paysanne et donc des circuits courts, en tout cas direct producteurs, de produits de qualité, qui ont des qualités gustatives qui plaisent aux clients, qui plaisent aux Parisiens. Et donc là, on a vu quand même, je pense qu'on est dans la moyenne de ce qui s'est passé en France, une augmentation de l'ordre de 30% de la fréquentation et du chiffre d'affaires de nos boutiques. Chiffre d'affaires qui est revenu aujourd'hui, puisque le restaurant est ouvert, à un niveau légèrement supérieur, mais comparable à ce qu'il y avait avant le Covid. Donc, on voit qu'on a bénéficié d'une situation particulière, qu'on a certainement gagné de nouveaux clients, je l'espère en tout cas, mais que maintenant on est revenu dans une certaine normalité dans la consommation quotidienne, et que j'imagine que tout comme moi, le consommateur parisien a envie de terrasse, de monde et de sortir. Donc, voilà, ça c'est deux exemples pour éclairer un peu de manière micro les tendances que l'on connaît, par ailleurs. Merci beaucoup, Laurent, de nous partager ces témoignages. Effectivement, le lieu principal de présence de la famille étant devenu le domicile familial, qu'est-ce que vous avez observé, Sébastien, en matière de comportement d'achat des consommateurs, et comment vous vous êtes adapté à ces évolutions, en fait? Oui. D'abord, merci de nous recevoir, Jean-Yves et le club Delville. On est très content de pouvoir s'exprimer et de partager. Hein, c'est l'objet. L'idée, c'est d'échanger, de partager, et d'avoir un maximum. Alors, on est présent sur les réseaux, mais d'avoir un maximum de commentaires, parce qu'on se nourrit vraiment de ces échanges, et souvent des étincelles jaillissent de ce type de séminaires ou de conférences. Bon, 2 choses par rapport à InVivo. La première, c'est qu'on a vu complètement notre environnement de travail changer, et c'est important parce qu'on a vraiment cette position un peu à double entrée chez InVivo, c'est-à-dire que on regarde ce qui se passe chez le consommateur, parce que vous savez qu'on est très très présent sur tout un tas de lignes, on va dire, de business, que ce soit du retail, que ce soit de l'agriculture, que ce soit du vin. Je vais vous en donner quelques mots. Et on a aussi, bien entendu, le consommateur qui est salarié chez InVivo, embarqué, à qui on a dû proposer des évolutions, et qui sont d'ailleurs en cours depuis le 21 juin. Sur la partie consommation, et on fera un petit regard interne aussi. Sur la partie consommation, ce qu'on a vu, alors on a un très très beau thermomètre national, c'est notre réseau de distribution retail vert, avec Gambert et Jardiland et Delbar. On a quasiment 2200 points de vente dans tout le territoire national. Première observation, c'est qu'il y a eu une très 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 forte tension de la part des consommateurs vers ce type de produit, c'est-à-dire le retour à la nature, le retour au produire chez soi, le retour à l'agrément d'une vie de confiné qui était des fois un petit peu grise. Et donc, quand le gouvernement, au début du confinement, en mars l'année dernière, nous demande de fermer nos magasins, on a un retour de la pression, une remontée de la pression du consommateur en disant « rouvrez ces réseaux de distribution ». Bien sûr, je parle de nos marques, mais c'est vrai pour tout le monde. Réouvrez ce genre de magasins, parce qu'on a besoin d'exercer ce retour à la nature, ce retour au circuit court, etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un repositionnement du consommateur, et le gouvernement a
ajusté la réglementation de l'époque en nous permettant de rouvrir, je vous passe les détails, mais fermer 2000 magasins et les réouvrir 15 jours après, c'était un exercice. Je salue nos équipes dans l'agilité et la capacité de réaction, parce que c'était très, très compliqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a vu un renouvellement complet de la population qui fréquentait ce type de magasin. On avait plutôt une population, on va dire, mature, historiquement, chez Gambert, chez Jardiland, chez Delbar. Et là, on a vu arriver quelques 400 000 jeunes, je mets des guillemets, mais c'est vraiment intéressant en termes d'évolution sociétale, où on a vraiment eu toute une population qui est revenue, parce que c'était des magasins d'abord de proximité, ouverts pas loin. Vous avez toujours à Gambert un jet de cailloux quand vous êtes à la campagne de chez vous. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette population, elle a été captée, et on voit dans nos analyses de fréquentation, dans nos tickets de caisse, dans les cartes de fidélité, que ce sont devenus, et grâce au travail de nos équipes, des clients récurrents et habituels. Donc ça, c'est un enseignement aussi, c'est-à-dire qu'une population qui se désintéressait, qui fréquentait plutôt les Apple Store, sans vouloir, et il en faut, mais sont revenus vers d'autres modes de consommation, encore une fois, tournés vers la nature, tournés vers le circuit court et tournés sur le fabriquer soi-même ou produire soi-même. Bien entendu, modestement, la promesse de Jardiland et de Gambert, c'est de fournir ses produits, mais pas l'autosuffisance. C'est juste le plaisir d'avoir un peu quelque chose qu'on fabrique, qu'on fait pousser chez soi, dans son petit jardin ou sur son balcon. Autre enseignement très important, c'est qu'on a eu, je parlais de la pression tout à l'heure des consommateurs, on a eu une très, 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 très forte augmentation de la fréquentation de nos magasins, où on a eu des mois à exercice comparable sur d'autres années Covid, alors qu'on était en confinement. On a eu des plus 10, plus 20, plus 30% de fréquentation de nos magasins, parce que ce sont devenus des lieux d'agrément, et quelque part, les gens venaient se ressourcer en allant acheter quelques outils, quelques aménagements extérieurs ou quelques plantes. Donc, une pression du consommateur qui s'est traduite par cette augmentation de fréquentation, et un renouvellement complet de la population. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu nos clients fidèles, on les remercie, mais il y a tout un tas de plus jeunes ou de gens qui ont découvert ces réseaux. Donc ça, c'est très, très, très important. Après, ce qu'on voit, parce qu'en fait, on a 5500 collaborateurs chez InVivo, bientôt 11 000. Vous savez qu'on est en train d'intégrer les équipes de Soufflet. Et donc, ça nous permet aussi de voir de l'autre côté quelle est la posture et quels sont les modes de fonctionnement du salarié InVivo consommateur. Et donc, en fait, on a observé strictement la même chose, c'est-à-dire une demande d'augmentation du lien entre la famille, le domicile et le collaborateur, c'est-à-dire en gros, on a pas mal sollicité nos collaborateurs pendant le confinement sous forme de sondage, de groupes de travail, etc. Et la demande très rapidement a été de dire, OK, on en bave un peu en 100% de télétravail ou 100% de confinement, mais c'est quelque chose duquel il faut ressortir les enseignements favorables, et donc proposez-nous des modes de fonctionnement qui seront radicalement différents de ceux de demain. Et c'est vraiment, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur les réseaux de consommation. Donc retour à la famille, retour à la proximité avec les enfants et la vie sociale personnelle, contournement de toutes les difficultés. Et donc, par exemple, on a mis en place une journée décalée chez InVivo qui permet aux salariés de décaler sa journée de travail, de commencer à travailler en milieu de journée, de terminer en milieu d'après-midi, et de travailler différemment chez soi, et de mieux s'occuper de sa maison ou de son appartement et de ses enfants, et donc de cultiver et d'avoir le temps de cultiver un petit peu ce que les gens ne faisaient pas jusqu'à présent. Le dernier point peut-être par rapport à ça, c'est qu'il y a une approche aussi où en fait un phénomène complètement transversal, c'est-à-dire qu'on a accéléré la digitalisation, que ce soit dans nos modes de fonctionnement, et le séminaire dans lequel nous sommes ce matin, on l'aurait organisé il y a 2 ans, on serait dans une salle dans Paris pour se voir, ce qui a aussi son charme et son intérêt. Donc on voit là que ces modes de fonctionnement sont devenus prégnants. Après, il faut trouver le point d'équilibre
je parle aux managers, aux DRH ou aux dirigeants dans la salle, là, il faut trouver le mode d'équilibre. Je crois que la difficulté ou le risque, c'est les positions extrêmes, comme dans beaucoup de choses dans la vie. Hein. Et donc, comment j'améliore et comment je compose entre le digital, le contact physique. Ça pose tout un tas de questions sur l'organisation des réunions, sur la performance des entreprises et sur le management. Et sur le commerce, sur ce qu'on a pu voir, c'est exactement la même chose. Et je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a accéléré la digitalisation, le click and collect. On a même mis en place sur des magasins qui étaient absolument pas prêts du click and collect artisanal au début de la crise et qui est aujourd'hui pérenne. Et puis, on a vu aussi des changements de consommation importants. Je vous parlais tout à l'heure de nos activités de vin. Vous savez qu'on est le 3e opérateur français. On fait à peu près 500 millions d'euros de vin. Donc, on peut commencer à parler voilà, un petit peu avec quelques enseignements de ce secteur. Et là, on a vu aussi un changement de la consommation. Donc, là aussi, le click and collect ou la consommation et les commandes sur les réseaux sociaux ou sur les sites Internet sont devenus vraiment très, très importants. Ce n'est pas un mode de fonctionnement encore majoritaire, mais ça a vraiment beaucoup augmenté. Et puis, on est passé, c'est une accélération aussi de la consommation française traditionnelle, petit château, historique familial, à le back-in-box que vous connaissez et les vins de cépage qui arrivent, qu'on ne connaissait pas encore il y a 5 ans ou pas trop sur le territoire national. Donc là aussi, on a vraiment une évolution. Et ce qui est très amusant, j'allais dire, ou en tout cas vivifiant chez InVivo, c'est quand je regarde tous les streams de tous nos métiers, hein, c'est une boîte qui est plurielle, et ben on peut réappliquer voilà, ces modèles quasiment sur chacun de nos métiers, que ce soit le vin, que ce soit le retail, que ce soit le commerce agricole. Dernier point, c'est que sur l'agricole, nos agriculteurs, public traditionnel, en tout cas dans l'imaginaire collectif, et pas du tout en réalité, ce sont des gens qui sont hyper branchés techno et hyper dans leur temps, ils ont aussi accéléré leur mode de fonctionnement des réseaux, des places de marché, et ils sont devenus addicts pour des dizaines de milliers d'entre eux de la proposition d'InVivo qui s'appelle Aladdin, qui est une place de marché qui fait la synthèse entre le Wikipédia, le Facebook et le Amazon. Hein. Ce n'est pas du tout, bien entendu, ces marques qui sont embarquées. C'est leur pendant, on va dire, en termes d'offres agricoles et techno. Et on voit que la crise a été un accélérateur du recours à ce type d'outils. Et ce qu'on voit, c'est que l'élan, un peu comme le consommateur qui a rajeuni chez Jardiland, cet élan en fait ne faiblit pas sur le digital, et on a de plus en plus d'agriculteurs qui se connectent et créent des comptes pour être utilisateurs de cette nouvelle place de marché. Merci beaucoup Sébastien pour cette vision très panoramique de la façon dont InVivo a regardé ces sujets-là. Laurent, vous, dans les entreprises que vous suivez, est-ce qu'en termes de comportement d'achat aussi, vous avez vu des évolutions assez notoires qui seraient intéressantes de partager ? Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Sébastien, hein, puisqu'on assiste à la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le consommateur n'a pas changé de distributeur, mais qu'il a il a modifié ses habitudes d'achat. Donc, il continue à aller chez Gambert, mais aujourd'hui, il va le faire peut-être plutôt en drive ou en livraison à domicile. Et donc, on assiste bien sûr à cette accélération de la digitalisation, et avec aujourd'hui une mise en place de nouveaux canaux de distribution et une multiplication des canaux de distribution. Donc, que ce soit le drive, le click and collect, la vente emportée, on sait qu'elle est passée de 15% de part de marché à 30% en 2020. Alors, elle redescendra certainement, mais on est dans cette tendance importante de la vente emportée, que l'on voit même à Paris dans nos participations, puisque nous, on est actionnaire de 2 chaînes de boulangerie, une dans les Hauts-de-France, une à Paris plutôt haut de gamme urbain avec Marx, une dans les Hauts-de-France avec Sophie Le Bruy, et chez Marx, bien sûr,
on a une augmentation très forte de cette consommation du déjeuner en vente à emporter qui fait aujourd'hui quasiment 50% du chiffre d'affaires de la boulangerie. Et c'est le cas dans tout le secteur de la boulangerie. Et de même, ce qui est marquant également, c'est cette augmentation très forte de la livraison à domicile de tous les produits et des produits alimentaires. Bien sûr, une tendance qui était préexistante, mais qui a été accélérée aujourd'hui avec une modification de manière de se nourrir, puisque les Français font de moins en moins 3 repas par jour. Comme on le sait, mais mangent à différents moments de la journée différentes choses. Mais ce que je vois surtout à Paris aujourd'hui, que je ne connais pas en termes d'investisseurs, mais que je trouve marquant, c'est cette augmentation très forte actuellement des entreprises de quick commerce, de dark store, je ne sais pas comment vous les appelez, mais c'est-à-dire la possibilité de se faire livrer des courses à domicile en moins de 15 minutes sur 1500 articles. Et quand on voit les levées de fonds récentes, je trouve que les montants font peur, puisque en 2017, c'était environ 30 millions pour Frischti, mais qu'aujourd'hui, on voit des montants de 290 millions pour Gorilla, 550 millions pour la start-up Getir, 240 millions pour Flink. Et donc, avec cet argent levé, on sait que ces entreprises, elles vont s'implanter en France. Elles vont s'implanter en France. Et on peut se poser la question de quel impact ça va avoir sur la distribution, notamment à Paris. Et sur quelle concurrence nouvelle elles vont amener avec cet apport de fonds. Je pose la question parce que je n'ai pas la réponse. Nous, on a tenté une expérience, bien sûr, pour Terroir d'avenir de livraison pendant le premier confinement. Et on avait plafonné, pour des raisons de logistique interne, à 100 clients par jour. Et en moins d'une heure, on obtenait notre quota. Donc, oui, la tendance du livret est très forte. La livraison à domicile est très forte et elle va s'accomplir. Très bien, merci beaucoup, Laurent. Alors, ça va être l'heure où on va sortir un peu les boules de cristal et surtout y aller avec ses propres convictions, parce que je crois que c'est quelquefois difficile de répondre à ces questions-là. Je ne sais pas si on est complètement sorti de nos problématiques de confinement et de contraintes collectives associées. Personnellement, je l'espère, et je pense que dans cette salle ici, tout le monde va aussi partager mon point de vue. Et la question qu'on peut se poser, et n'hésitez pas à en poser sur le Q&A, parce que ce sera l'occasion aussi de pouvoir interagir avec nos participants. Une des questions qu'on peut se poser, c'est il y a des choses qui ont changé, c'est indéniable, on le voit tous, on l'a observé, mais qu'est-ce qui va rester derrière? C'est-à-dire, est-ce que dans quelques temps, on va revenir à la vie d'avant, ou est-ce qu'il y a inexorablement des changements qui ont été ancrés, des habitudes qui ont été prises, des modèles un peu pratiques qui ont été adoptés? Laurent, qu'est-ce que vous avez comme regard sur ce commentaire? Oui, je trouve que la question est bien posée parce que oui, on ne mange pas aujourd'hui comme on mangeait hier, on ne mangera pas demain comme on mange aujourd'hui. C'est certain, il y a une évolution des modes de consommation qui sont accélérés par notamment le digital et certainement par la crise actuelle. Et on parle beaucoup, notamment dans la presse, de ce monde d'après, que ce soit pour la politique et que ce soit pour l'alimentaire. Personnellement, je ne crois pas du tout à cette notion de monde d'après qui est totalement différent après la crise sanitaire que le monde d'avant. Et je pense pour ça que vous posez bien la question en disant qu'est-ce qui va rester de ces tendances? Quelles sont les tendances aujourd'hui qui vont perdurer? Je crois beaucoup à la recherche de la qualité en tant que tendance durable. Même si tout le monde a envie de bien manger, je pense que juste la notion du bien manger peut être différente de l'un de l'autre, et peut-être que pour mon père, c'est un bon cassoulet, et pour ma fille, c'est un plat vegan. Néanmoins, dans cette recherche de qualité qui est à la fois gustative, d'une part, ou sur le produit, ou sur la santé, je suis persuadé que cette tendance de fond qui était là avant, elle va perdurer. Et donc, il faut se dire, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que les Français veulent manger de plus en plus des produits d'origine française, en tout cas pour les prochaines années. Les Français
donc en termes de bien manger, on le sait aujourd'hui, font leurs courses en regardant le Nutri-Score pour plus de la moitié d'entre eux. Et une grande partie des gens en Europe et en France utilisent le Yuka et reposent le produit lorsque la note Yuka ne correspond pas à leurs attentes. Donc, recherche de la qualité, recherche de bien manger au sens large, une des tendances de la food. Une autre tendance, ça va être la demande de transparence. On sait qu'il y a une défiance très forte depuis les crises actuelles, depuis les crises, je veux dire, à répétition depuis 30 ans, sur l'agroalimentaire au sens large, et que donc le consommateur aujourd'hui cherche de la transparence et veut le marketing de la preuve. Il veut savoir ce qu'il achète, pourquoi il achète, d'où ça vient. Et le digital, en plus, peut lui permettre d'avoir réponse à cette question. Et dans la même veine, on voit une montée de la consommation responsable qui va poussée par la loi Egalim, le packaging recyclable, le bien-être animal, peut-être un début de défiance sur le bio. On s'aperçoit que le bio aujourd'hui ne fait pas tout. Le bio aujourd'hui ne veut pas dire que le produit vient de France, on ne sait pas d'où il vient, et que le bio n'est pas, même si c'est une tendance forte, qu'on pousse un peu sur des tendances plus pointues, ne fait pas forcément du bien à la planète. Et donc, il y a une recherche d'équité, de produits équitables chez les Français, comme on voit une montée de l'écologie que l'on retrouve dans l'assiette. Et je pense que c'est intéressant parce que le consommateur a pris conscience de l'importance de l'origine des produits et donc de l'importance des circuits courts et de la montée d'une agriculture paysanne, même si ça correspond aujourd'hui, bien sûr, à un pourcentage faible de la consommation totale des ménages. Mais quand on s'aperçoit qu'en France, on n'est pas autosuffisant en blé, en pâtes, en semoule, et qu'on veut manger du quinoa et des graines, lorsque ce n'est pas des lentilles du puits, eh bien, elles viennent rarement de France, même si on commence à planter du quinoa en France. Donc, je trouve que c'est intéressant de regarder ces tendances-là pour imaginer qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que demain, on va vouloir manger plus de naturalité, plus de végétal? Est-ce qu'on va vouloir également que ces produits soient produits en France? Ou est-ce qu'on va accepter qu'ils viennent du Brésil? Je n'ai pas la réponse. Et ensuite, je pense qu'une autre question que l'on peut se poser également, c'est sur le corollaire de ça, c'est sur le sujet de supply chain. On s'est aperçu aujourd'hui de la fragilité de notre fragilité logistique pour les vaccins, mais également pour les produits alimentaires. Et la croissance du local, qui a été très forte pendant le confinement, elle vient bien sûr à la fois, moi je le crois, d'une tendance durable, profonde du consommateur qui a changé, mais elle vient également du fait qu'il y avait une rupture de la chaîne logistique et qu'on ne pouvait plus acheter des fruits qui venaient d'Espagne. Donc on a été obligé de... Donc la grande distribution s'est adaptée et est allée chercher des producteurs locaux et le gouvernement a assoupli un peu les règles d'hygiène permettant à ces distributeurs qui n'avaient pas accès à la grande distribution d'avoir accès à la distribution. Donc, c'est important de mesurer en disant qu'est-ce qui est tendance et qu'est-ce qui vient du fait de la nécessité en fait liée à cette rupture de chaîne logistique. Je pose la question, même si je crois, puisque je suis un grand optimiste, qu'il y a une tendance quand même sur le bien manger et sur l'achat en France et la production locale de l'agriculture paysanne. Ok, merci beaucoup Laurent, parce que effectivement, c'est des questions pas forcément évidentes à répondre, mais je crois qu'il y va des convictions des uns et des autres. Du coup, Sébastien, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme opportunité, alors pour InVivo, pour l'agriculture française et le Made in France à travers ces possibles évolutions? Oui. D'abord, je souscris complètement à ce que je viens d'entendre. Et Laurent, je te remercie.
Moi, je voulais juste faire un tout petit complément. Hein, c'est qu'on dit, bon, on ne sait pas ce que sera demain, quel sera notre avenir, quelles sont les grandes tendances. Les dirigeants que nous sommes, on a aussi modestement la capacité à faire les tendances, d'accord, et à les ajuster. Après, il y a des vagues plus ou moins importantes, des marées plus ou moins importantes qui arrivent. Mais par exemple, sur l'organisation interne de l'entreprise, chez InVivo, et je vais vous parler après des grandes tendances agricoles et de business, mais l'organisation d'InVivo a été reconfigurée de façon physique, j'allais dire, hein, pour préparer le monde d'après ou le lendemain de la crise Covid. Et aujourd'hui, nos équipes fonctionnent de façon radicalement différente. Et je disais, il n'y a pas très, très longtemps, on a traversé la rivière avec des cailloux qui bougeaient un petit peu sans être sûr de tous pouvoir compter sur leur stabilité. Mais on l'a fait parce qu'il y a cette agilité et cette volonté d'aller en avant. Donc, je crois que c'est important aussi. Je souscris à l'optimisme de Laurence. Et voilà, il faut aussi, on a là autour de la table 160 ou 180 managers. On a les clés dans nos entreprises pour former, adapter, façonner les grandes tendances qui, des fois, nous s'imposent. Après, sur la partie agricole et InVivo et un des opérateurs avec les deux pieds dans les champs, les deux pieds et les deux mains, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la question de la souveraineté alimentaire est redevenue une vraie question. Elle ne l'a jamais, comment dire, ça n'a jamais été une non-question en France, mais souvent on l'a oublié. Je m'explique. Dans les premiers jours du mois de mars de l'année dernière, confinement, c'est la saison des semences des céréales en France. Si vous ne faites pas de semences de céréales au mois de mars, vous n'avez pas de récolte à l'été, qui est récolte qui commence. D'ailleurs, je fais un grand big up là, à ceux qui sont riches en ce moment. Les récoltes sont en plein démarrage en France. Et donc, on a, nous, eu les pouvoirs publics qui nous ont dit, écoutez, les gars, faites en sorte de faire fonctionner la machine Vivo, la filière agricole, parce qu'il faut faire ces semences pour pouvoir assurer la souveraineté. Et donc, ça, c'est déjà une très grande évolution, au-delà des tendances bio, vegan, quinoa. On est revenu à des fondamentaux. Et nos pouvoirs publics sont revenus à ces fondamentaux en disant qu'il faut d'abord s'assurer de nourrir le plus grand nombre. Et il faut avoir en tête que la responsabilité de la France, elle va bien au-delà de notre territoire, puisqu'on a à peu près 50% des céréales françaises qui sont exportées et qui assurent la stabilité géopolitique de tout un tas de zones, notamment en Afrique. Et donc, cette question-là est revenue au cœur. Et nos pouvoirs publics, alors c'était un peu moins le cas dans la presse grand public ou chez les consommateurs, on va dire, ménagères de moins de 50 ans. Mais voilà, moi, j'ai eu des échanges extrêmement intéressants et fructueux avec les pouvoirs publics, y compris à très haut niveau de l'État, sur cette question de souveraineté qui avait été un peu oubliée, même si, encore une fois, c'est une vraie réalité pour tous les pays. Ensuite, on a une deuxième tendance qui s'est fait jour, c'est effectivement la demande de transparence, la demande de circuits courts, la demande de proximité et le retour à un certain nombre de fondamentaux. Et donc, nous, ça nous a permis, que ce soit au niveau du retail, que ce soit au niveau du vin, ou que ce soit d'ailleurs au niveau des commerces de commodités type grain, d'améliorer et d'accélérer nos offres sur le sujet. Par exemple, on a aujourd'hui une sensibilité beaucoup plus importante sur les grands enjeux RSE de la société, que sont la biodiversité, que sont l'impact carbone des productions ou la rémunération de l'agriculteur. Hein. Je n'en cite que 3. Et on a pu proposer au marché, par exemple, des produits de céréales de commodité, donc imaginez des milliers de tonnes, on n'est pas là dans le petit sachet dans le Jardiland du coin. On a pu proposer au marché des commodités agricoles à bas effet carbone. Donc, et ça, je pense qu'il y a 5-6 ans, le marché n'aurait pas réagi, parce que quand vous êtes marocain, l'État algérien ou l'État égyptien, quand vous achetez de quoi nourrir votre population, vous êtes sur des logiques de prix et de qualité, on va dire, sanitaires et de protéines. Et là, on a des fenêtres qui se sont ouvertes. Et pour nous, le blé à bas effet, bas GES, gaz à effet de serre, est devenu une des nouvelles, on va dire, marques de fabrique des commodités agricoles. Et ça, c'est très important. C'est un marqueur très important. Et d'ailleurs, InVivo aujourd'hui œuvre pour que ce type de production agricole qui sont
moyenner dans un océan mondial hein, de trading, deviennent des produits identifiés sur le marché et pourquoi pas cotés dans les grandes places boursières. C'est intéressant pour l'agriculteur puisqu'il va pouvoir augmenter son niveau de rémunération en travaillant un peu différemment. Et c'est intéressant parce qu'on va passer du quinoa, je prends cet exemple hein, sans aucune moquerie, je suis moi-même consommateur, j'adore ce produit, mais on va passer du petit sachet bio de quinoa de 250 grammes à vraiment des streams mondiaux où vous aurez des milliers de tonnes de produits qui seront vertueux au niveau environnemental et pourquoi pas sociétal. Et ça, la crise Covid, on verra si on en sort et comment on en sort, là on a de nouvelles étapes un peu qui se profilent, hein, mais cette crise aura permis voilà, de débriquer sur des choses où, quelque part, c'est facile, quand je suis voilà, retailer, d'avoir une offre, micro-offre sur du bio, enfin facile. Encore faut-il respecter les cahiers des charges, comment dire, s'amortir sur les différents aléas de production, parce que tout ça, c'est très compliqué. Mais là, on est dans autre chose et on est dans des streams mondiaux. Et pour moi, c'est une très, très grande nouvelle et une très bonne nouvelle pour ceux qui produisent et pour ceux qui consomment, parce que là, on est sur autre chose en termes de dimension. Super. Merci beaucoup, Sébastien. Merci Laurent, pour vos témoignages. Je vous propose de passer à l'exercice de questions-réponses. Alors, elles sont très nombreuses. Merci à vous et Delphine, Annelise, à vous le difficile exercice d'aller piocher dans les questions pour essayer de les rassembler. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les traiter pour regarder comment on peut répondre à ces questions. Delphine, on t'entend pas. Il faut que tu ouvres ton micro, Delphine. Delphine, il faut que tu ouvres ton micro. Non, on ne t'entend pas. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. Parfait. Donc oui, effectivement, de nombreuses questions sur le télétravail, sur les changements de consommation, etc. Donc on a essayé de les regrouper par thème. Alors, première question sur le télétravail. Et là, je m'adresse à Sébastien. InVivo, c'est un groupe avec de multiples enseignes et entités. Donc comment vous voyez à l'avenir l'adaptation au nouveau contexte du télétravail ? Et il y a la partie aussi emploi en magasin. Donc, télétravail pour des emplois en magasin, c'est un petit peu compliqué. Donc, une forme de discrimination entre les services. Oui. Alors, c'est une bonne question. On a été assez souvent sollicité chez InVivo parce que pendant la crise, nous avons aménagé 3 chapitres. Un chapitre sanitaire pour nos salariés, ceux qui devaient bosser. Justement, on parle des caissières et des vendeurs. C'était notre première ligne. Hein. Deuxièmement, on a mis sous, on va dire, management direct nos métiers. Puis troisièmement, on a pensé la sortie de crise et donc on a élaboré une nouvelle organisation chez InVivo qu'on a appelée NOT, nouvelle organisation du travail, qui a fait l'objet de nombreuses discussions avec nos partenaires sociaux, administrateurs, et on a complètement repensé pendant la crise, pendant qu'on est confiné, en utilisant tous les outils dont l'un aujourd'hui nous unit, c'est-à-dire le digital et les visioconférences. On a complètement repensé notre mode de travail et on a basculé d'une entreprise classique en termes d'organisation à une entreprise complètement digitalisée et où le télétravail est devenu la norme. C'est-à-dire que nous sommes tous des télétravailleurs et ceux qui sont à full-time au bureau sont, on va dire, quelque part la population à la marge. Donc ça, c'est pour vous répondre de façon globale. Je vous renvoie vers les réseaux sociaux et vers on a publié tout un tas de choses. L'accord est d'ailleurs complètement en open source. Hein. Ceux qui le veulent, on vous le donnera. On l'a donné au MEDEF, au gouvernement. Et c'est bien volontiers qu'on partagera et qu'on recueillera vos différentes remarques. Ensuite, pour ceux qui sont entre guillemets exclus de ces évolutions très visuelles et très physiques du télétravail, on a réfléchi à comment on pouvait malgré tout les embarquer sur les évolutions de l'entreprise. Et donc, on a réfléchi à ce qu'on a appelé le 360 degrés des salariés et on a repensé, y compris l'offre qu'on pouvait amener à une caissière chez Jardiland ou chez Gambert en disant ouais, ok, je ne peux pas lui proposer du télétravail, ça va être très très compliqué avec sa douchette de faire l'encaissement de ses clients depuis chez elle, mais qu'est-ce que je peux lui proposer d'autre? Et donc nos accords contiennent aussi des évolutions sur ces populations-là, soit en termes d'accès à la formation, soit en termes de digitalisation d'un certain nombre de services que leur propose l'entreprise. Et donc on a voulu vraiment les accompagner. Et je vous donne un exemple. Au moment où on a ouvert
le télétravail et distribuer un certain nombre de primes ou d'indemnités aux télétravailleurs chez InVivo, on a trouvé le pendant pour ceux qui n'étaient pas concernés pour que tout le monde ait aussi une reconnaissance de cette évolution. Bien, merci. Alors, concernant les changements de consommation, pensez-vous que ces changements de consommation client, notamment chez les 400 000 nouveaux jeunes attirés par un fort besoin de retour à la nature, ce dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ce sera durable, selon vous, une fois la crise passée, à 2-5 ans, et quels sont les indicateurs à suivre pour justement mesurer et s'en rendre compte? C'est peut-être Laurent, non? Oui, moi, je pense avoir répondu. Moi, je pense que une grande partie de ce changement va perdurer, lié à l'utilisation d'outils Internet. Notamment, les gens ont déjà recherchent une ultra praticité, une spontanéité d'achat qui nous est amenée par l'iPhone. Donc, quand c'est très simple de se faire livrer, on va continuer à se faire livrer et la tendance va perdurer, même si on comprend qu'on a besoin de sociabilité, de sortir et de rencontrer les autres. Donc, il va y avoir comme ça une tendance de la livraison qui est très forte, tout domaine confondu, et dans l'alimentaire. Après, il va se poser des questions de qui paye, pourquoi vous payez. Est-ce que vous pouvez vous faire livrer une pomme ou, comme c'est le cas aux États-Unis aujourd'hui, à New York, vous pouvez vous faire livrer une barquette de fraises. Est-ce que ça a du sens de se faire livrer une barquette de fraises et qui paye la livraison? Aujourd'hui, elle est gratuite parce que c'est Amazon. Donc, ça, c'est des questions que vont se poser à l'ensemble des acteurs, que ce soit le consommateur qui est quand même un citoyen et qui doit se dire est-ce que commander une barquette de fraises en décembre, ça a du sens? Je ne le crois pas personnellement, mais à chacun d'y réfléchir. Donc, je pense que c'est toutes ces tendances que l'on a dit sur le manger mieux, le manger sain, le consommateur citoyen qui fait attention à l'impact qu'il peut avoir sur la planète, auprès de la préservation des ressources rares de la planète, moins de sucre, moins de gras, moins de sel, etc. Ce sont des tendances fortes qui vont perdurer, oui. Oui, je le crois profondément. Néanmoins, vous savez, il y a toujours l'autre côté de la pièce, l'autre côté de la médaille, où on voit tout de même qui sont les grands gagnants de cette crise, c'est quand même les multinationales et elles n'ont peut-être pas forcément déjà évolué puisque les bénéfices, que ce soit des grands distributeurs et le chiffre d'affaires des grands distributeurs ont fortement progressé et les gens ont continué à acheter du Coca-Cola et à manger des burgers. Est-ce que c'est bien pour la planète? Est-ce que c'est bien pour la santé? À chacun d'y répondre. Mais on a quand même d'un côté ces tendances que l'on voit du mieux manger et on a aujourd'hui tout de même une augmentation très forte lorsqu'on parle de consommation livrée à domicile du burger et de la pizza. Voilà, on est et je pense comme tout un chacun, on a envie parfois de sauver la planète, on a envie parfois de manger un gros gâteau au chocolat. Complètement. Donc le consommateur est complexe. Oui, parmi les 10 plus grosses progressions des ventes dans l'alimentaire, il y en a 5 qui sont dans le groupe Ferrero. Et le top du top, c'est le Ricard. Donc, voilà, donc effectivement. Je l'avais lu, j'ai lu l'article aussi. On pourrait débattre de ces sujets-là. Delphine, une autre question peut-être? Donc certes, il y a une tendance croissante au bien manger, mais cette qualité nécessite un panier moyen plus élevé et le pouvoir d'achat des consommateurs n'a pas augmenté forcément et les étudiants, par exemple, ont beaucoup de mal à se nourrir de façon équilibrée et avec une forme de qualité. Oui, alors peut-être que je vais prendre cette question parce que c'est vraiment dans l'ADN d'InVivo. L'ADN d'InVivo, c'est quoi? C'est de dire nous opérons sur toutes les filières du secteur agricole. Et donc, effectivement, il nous faut des productions de haut de gamme, de labels, de circuits courts, etc. Mais n'oublions pas de faire progresser aussi de façon vertueuse des productions, on va dire, plus standards, parce qu'elles s'adressent à d'autres franges de la population. Je parlais tout à l'heure des productions de commodités. Nous, on est… j'ai corrigé ce matin une petite publication d'InVivo, alors c'est plutôt en circuit interne, dans un dossier, on va dire, d'acquisition, où on disait nous allons promouvoir le développement intense du bio.
Et moi, ce que j'ai fait une petite modification de cette phrase, et la phrase que j'ai proposée, c'était qu'InVivo agissait pour la transition agricole. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire que, bien sûr, le bio, bien sûr, les produits haut de gamme, et il faut, voilà, et j'encourage ceux qui peuvent de temps en temps acheter un foie gras ou acheter un poulet de Bresse, label rouge, à le faire. C'est de très, très bons produits. Mais il faut aussi proposer aux étudiants et aux populations, on va dire, plus modestes, y compris à l'international, des produits de très bonne qualité, sourcés, tracés et leur permettant de se nourrir correctement et en plus avec voilà, le plaisir gastronomique si possible. Une bonne pomme de terre voilà, peut apporter beaucoup de plaisir à partir du moment où elle est bien produite. Et donc vraiment, l'idée, c'est de dire OK, la montée en gamme, mais n'oublions pas le reste. Et à chaque fois qu'on prend la parole vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de l'agriculture, on est vraiment dans cette logique-là. Ok. Tous les pays, finalement, parlent local. Ça veut dire, par exemple, que des Italiens ne veulent plus de produits français, mais veulent consommer local. Et donc, si tout le monde fait ainsi, il faut produire donc local et en même temps s'internationaliser, est-ce réaliste et le local ramène aussi un coût local, enfin, ce qui a été évoqué précédemment. Voilà, donc ça, c'est une question entre le local et l'internationalisation. C'est une question pour Sébastien. Ah, bon, je veux bien. En fait, c'est intéressant parce que ça permet d'illustrer en quoi l'agriculture est la clé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'interdire des circuits au long cours. Pour accéder à certains produits, il vaut mieux manger un bon avocat produit en Amérique centrale qu'un mauvais avocat produit dans le sud de l'Italie. D'accord ? Donc, par contre, l'enjeu, la question, c'est le carbone. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de dire, il y a un certain nombre de produits, on continuera à voyager. Moi, je suis le premier à encourager les jeunes et les moins jeunes à aller à l'autre bout du monde pour découvrir voilà, d'autres cultures, d'autres personnes, etc. Et je suis un anti-décroissance. Par contre, trouvons les solutions. Et donc, sur ces circuits qui pourraient être plus longs d'approvisionnement, l'agriculture peut proposer tout un tas de leviers de captation de carbone où, par exemple, nous sommes en discussion avec Total en ce moment, qui est en train de faire ce virage environnemental et RSE, où on dit vous serez toujours fournisseur d'énergie fossile, de moins en moins peut-être, mais c'est quand même une grosse partie de votre activité. L'agriculture peut vous proposer des compensations en termes de carbone avec la mise en œuvre de puits ou de captation de carbone dans, par exemple, des intercultures de production alimentaire. C'est-à-dire que quand je fais pousser mon blé entre mes deux saisons de blé, je peux faire pousser un truc au milieu qui capte le carbone. Et donc, ça nous permet voilà, d'aller chercher la neutralité carbone tout en continuant à voyager, tout en faisant, je prends l'exemple des avocats, tout en faisant venir nos avocats parce que peut-être meilleurs là où ils poussent. Je prends un exemple parce que je suis très attaché à cette terre-là. Je vous recommande le litchi de l'île de la Réunion. Voilà, donc le litchi de l'île de la Réunion, il a pris de l'avion. Mais moi, je préfère qu'un agriculteur français, en plus, en augmentant son revenu, compense ce carbone intelligemment et nous permettre d'accéder quand même à des produits de qualité. Et donc, le tout local ne sera qu'une partie du marché, sous réserve d'apporter les bonnes réponses. Et l'agriculture est encore une fois la clé souvent à ces réponses. Et quand nous faisons des conférences avec tous ces interlocuteurs Total, Air France, etc., et ben, on se retourne souvent voilà, sur les opérateurs agricoles en disant messieurs ou mesdames, bon, OK, nous, il faut qu'on continue à faire voler nos avions. Qu'est-ce que vous proposez ? Et on a des choses à proposer. Oui, très bien. Delphine, alors, est-ce qu'on en a encore en banque? Oui, et selon vous, comment devraient ou vont réagir les enseignes traditionnelles de la grande distribution, les Carrefour, Casino & Co, face à l'arrivée des sociétés basées sur le business des dark kitchens, comme Gorillas par exemple? Bon. Comment ils vont réagir, j'en sais rien, mais tout d'abord, il faut rappeler, même si c'est un risque, que c'est aujourd'hui un phénomène qui est très urbain, très parisien, très grande ville, et donc qui va avoir un impact limité sur le territoire national. Après, je pense que comme c'est des entreprises extrêmement agiles, ils vont réagir en proposant une offre comparable.
ils vont poser une offre comparable. Aujourd'hui, l'offre est limitée sur certains produits et elle coûte plus cher. Et on s'aperçoit tout de même que, pour le même exemple que pour le Ricard, une grande partie de chiffre d'affaires est réalisée après 21 heures sur de la consommation d'alcool, puisque c'est plus simple de se faire livrer puisqu'il n'y a pas d'alternative. Donc, c'est un risque, c'est certainement un risque, certainement une tendance de la livraison, mais qui reste encore limité. Je veux dire, l'impact de la livraison à domicile des produits, il est limité sur Alain Ducasse au gastro à Paris. Néanmoins, Alain Ducasse a quand même développé une offre de livraison parce que c'est un entrepreneur intelligent. Alors, je pense que c'est la même chose pour le président de Carrefour. Ok. Encore une question, Jean-Yves? Oui, le choix de la dernière question, Delphine. Une question pour Laurent. Comment créez-vous du lien au sein des entreprises que vous accompagnez? Comment animez-vous votre communauté, en particulier au regard des effets de la pandémie? D'abord, je crée du lien parce que je vais les voir, je leur parle et je les rencontre régulièrement. Je ne sais pas si… Vraiment, Laurent, il y a le Ricard, autrement. Non, mais le lien, je suis un grand défenseur du lien humain, donc c'est parce que je parle aux gens et que je les vois, je les touche, que je fais du lien. Je ne pense pas que ça soit le sens de la question. Un exemple pour vous aiguiller, est-ce que vous favorisez par exemple l'innovation, les échanges de bonnes pratiques? C'est ce qu'on a beaucoup fait, voilà. C'est ce qu'on a beaucoup fait pendant la pandémie, où chaque semaine on réunissait en groupe les dirigeants de nos participations pour échanger sur comment ils faisaient face à différents problèmes et à différentes solutions, que ce soit aller chercher des PGE ou répondre aux contraintes sanitaires, puisque tout était nouveau. Et chacun, avec son expérience précédente, son expérience actuelle, avait une manière différente d'aborder les sujets. Et quand on réunit une dizaine de dirigeants d'entreprise qui sont des gens pragmatiques, on a un bon panel de solutions à chacun des problèmes. Donc, c'était vraiment riche et vraiment intéressant et ça leur prenait une heure de notre temps, mais ça amenait beaucoup de valeur. Et on continue à le faire. Aujourd'hui, cet après-midi, je réunis sur un sujet d'intelligence artificielle les dirigeants de toutes nos participations pour voir comment l'intelligence artificielle peut avoir un impact sur leur business. Voilà. Et ça, on continue à le faire. Enfin, on le fait, on continue à le faire et on le faisait. Oui, je trouve ça, personnellement, je trouve que l'intelligence collective amène beaucoup de réponses. Et qu'on ne sait pas tout. Et donc, personnellement, je ne suis pas capable de répondre à toutes les questions que se posent et que me posent les dirigeants, mais en revanche, ensemble, on y arrive. Ça, c'est plus une philosophie personnelle. J'espère qu'elle est partagée par un grand nombre de personnes. Merci. Très bien, merci beaucoup. Delphine, est-ce qu'on a en banque une dernière thématique qui n'aurait vraiment pas été abordée ou est-ce que je pense qu'on a couvert pas mal de sujets déjà? Oui, alors la qualité de vie au travail des agriculteurs. On n'en a pas parlé, mais à mon avis, la réponse est potentiellement assez longue. Je ne sais pas si une minute on aura assez, Sébastien. C'est ça. Il y a trois. On va essayer de faire vite et vous me réinviterez. Avec grand plaisir. En fait, les agriculteurs, nous, on a trois préoccupations, trois questions qui sont devant nous, trois questions que nous abordons avec eux. La première, c'est celle du renouvellement des générations. Tout est lié. Il y a une question devant nous du renouvellement des générations. Il y a quasiment 50% de l'agriculteur français qui vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent. Bon, il va falloir quand même continuer à produire. C'est la première question. La deuxième, c'est bien entendu les conditions de travail, le moral des troupes et la difficulté de ce métier. Et le troisième, c'est la rémunération de l'agriculteur. Mais vous voyez bien que tout ça est lié. C'est-à-dire que si je travaille sur les trois piliers, je résous en fait quasiment chacun d'entre eux de façon concomitante, quoi. Et donc, InVivo est engagé. On est vraiment une entreprise qui est dirigée déjà par des agriculteurs. Le conseil d'administration est composé à 100% d'agriculteurs
chez InVivo, moins 1, c'est votre serviteur. Donc, j'essaie quand même de donner le change. Et donc, la question, c'est vraiment de travailler au quotidien sur l'amélioration des conditions de travail avec l'apport de techno, l'utilisation différente des produits, l'anticipation, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on améliore grandement leur travail. Quand vous faites de la prédiction sur les semences en fonction des rotations de vos cultures, vous êtes plus efficace, vous prenez moins de risques. Deuxièmement, on les back sur un certain nombre de risques financiers, voire d'amortissement de hausse et de baisse de cours. C'est notre métier aussi pour enlever ce stress-là. Et puis, on travaille beaucoup, et c'est un peu pour ça que on accepte, que ce soit la direction ou votre serviteur, d'intervenir beaucoup. On travaille beaucoup aussi sur l'image de marque de l'agriculteur et de le remettre au centre du jeu, parce que c'est un métier qui est fondamental. On l'a oublié parce qu'on a à disposition des baguettes et de la nourriture dans tous les magasins, et en plus de façon tout à fait compétitive en termes de prix. Et donc on a oublié, on s'est éloigné des agriculteurs. Et le travail d'InVivo et des COP, c'est de remettre au centre du jeu, parce que ça les porte. C'est des métiers qui sont difficiles, et donc ça les porte. Et si on arrive à faire ce travail, si on arrive à améliorer ce qu'on fait au quotidien, nos équipes, les conditions de travail, et si en plus on trouve des sources de revenus complémentaires, comme par exemple celle dont on parlait sur le carbone, on réglera le problème de l'engagement et de la motivation dans ce métier. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Laurent pour votre contribution à ce webinaire. Je vous propose d'en rester là, il est 13h02, donc on a un petit peu dépassé, mais je pense qu'on aurait pu rester encore une demi-heure. Il y avait encore plein de questions et tout aussi intéressantes les unes que les autres. Je vous propose d'en rester là. N'hésitez pas à liker sur notre page pour faire connaître les replays, parce que je pense que Anne-Lise va nous les mettre à disposition. Et il me reste à vous souhaiter un bon appétit. Je tiens à souligner que ce webinaire n'était pas sponsorisé par aucune des marques qui a été soulignée, mais c'est l'heure du repas. Donc, je vous souhaite un bon appétit à tous. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.